C'est un terme fort vague pour désigner toutes sortes d'inégalités différentes. Alors généralement, pour bien comprendre, on présente trois niveaux ou trois formes de fracture numérique. On met derrière le terme de fracture numérique de premier degré, on parle des inégalités liées à l'accès. L'accès à un ordinateur, l'accès à Internet ou l'accès à un smartphone. Puis au-delà de ça, on parle souvent de dimension de fracture numérique de second degré. Alors ça, c'est très large, mais ça touche à tout ce qui est lié aux compétences numériques et aux usages. C'est pas parce qu'on a accès, évidemment, à Internet qu'on sait l'utiliser pour faire des recherches d'informations, pour communiquer, pour faire toutes sortes de démarches. Et donc ça touche aussi aux questions de compétences numériques. Et puis, on parle aussi, au-delà de ça, de fracture numérique de troisième degré. Et cette fracture-là, en fait, ça touche aux questions de conséquences de ces différences d'usage. En fait, tant qu'on parle de premier degré ou de second degré, le fait d'avoir des inégalités dans l'accès ou des inégalités dans l'usage, si ça n'a pas de conséquences négatives pour participer à la société, ce n'est pas vraiment une inégalité, c'est plutôt des différences. Mais la fracture de troisième degré insiste sur le fait que ça, en fait, devient des inégalités, ça nous empêche de participer à la société, que ce soit dans le domaine de l'emploi professionnel, que ce soit dans la citoyenneté en général, pour communiquer avec ses amis. Et donc, ce troisième degré insiste sur les conséquences de ces différences d'accès et d'usage. Et en fait, les inégalités, elles se situent vraiment à ce niveau-là. Le dernier baromètre de l'inclusion numérique que notre équipe a réalisé pour la Fondation Roi-Baudouin a vraiment mis en évidence que 40% de la population de 16 à 75 ans est en situation de vulnérabilité numérique. Alors d'abord une explication sur ce qu'est cette vulnérabilité numérique. En fait, on reprend les personnes qui n'utilisent pas Internet, les non-utilisateurs. Eux, ils représentent 8% de ces 40%. Et puis, on reprend les 32% d'utilisateurs qui ont des compétences numériques faibles. Et donc, 32 plus 8, ça fait 40% de la population de 16 à 75 ans, toutes catégories sociales confondues. C'est énorme, c'est 4 personnes sur 10, c'est quasiment la moitié de la population. Et moi, je fais évidemment, avec d'autres, l'hypothèse que c'est en fait plus de 4 personnes sur 10, puisque dans cette enquête d'Eurostat et de Stadbel, n'est pas reprise, les plus de 75 ans ne sont pas repris dans le calcul, et on sait bien que chez les personnes de plus de 75 ans, il y a beaucoup de non-utilisateurs, donc si on les prenait en compte, je suis convaincue qu'on arriverait à un chiffre qui dépasse les 50% de la population dans cette situation de vulnérabilité. Évidemment, les personnes âgées sont en premier lieu touchées par ces difficultés d'accès et d'utilisation, ce sont des questions de génération, mais pas que. Il y a aussi des personnes plus fragilisées sur le plan économique, par exemple les ménages les plus modestes, ceux qui gagnent, qu'on considère généralement comme pauvres, qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Il y a aussi des personnes qui sont moins diplômées, les femmes aussi, généralement quand on est femme, qu'on est peu diplômé, qu'on est âgé, ça c'est vraiment le public à risque, si vous voulez, par excellence. Mais derrière ce chiffre de 40%, c'est évidemment en priorité ces publics-là, mais ce n'est pas que ces publics-là, c'est aussi monsieur et madame tout le monde, c'est aussi le citoyen lambda. Et donc 40%, ça reprend aussi des personnes qui sont diplômées, qui ont un diplôme universitaire, des personnes qui ont des revenus élevés, plus de 4 000 € par mois. Et donc l'idée, c'est vraiment 40% parmi l'ensemble de la population. La crise sanitaire, en fait, elle a mis en évidence un problème qui était existant, mais on a mis le doigt, elle a révélé, si vous voulez, ces problèmes liés aux inégalités d'accès et d'utilisation, puisque en une fois, on était déjà dans une société qui se numérisait progressivement, ça c'est bien avant la crise sanitaire, mais avec les confinements, le premier confinement, on a dû basculer soudainement au tout numérique, et donc ça a révélé que quand toute
toutes les solutions alternatives étaient supprimées, il y avait toute une série de personnes qui n'avaient plus accès à toute une série de services considérés comme essentiels. Et donc, ça a révélé le fait que quand il n'y a plus d'alternatives, il y a toute une série de personnes qui se retrouvent en difficulté. Parce que, qu'est-ce que font les personnes quand elles sont en difficulté face à l'utilisation des technologies numériques? Elles ont trois solutions face à l'ordinateur. Ou bien elles abandonnent, si elles sont seules, ou bien elles font appel à un tiers, à une personne de confiance, souvent les enfants ou les amis qui se débrouillent mieux, ou alors elles se retournent aussi vers les associations aidantes qu'elles connaissent bien, qui peuvent les aider dans l'accompagnement par rapport aux technologies numériques. Et là, avec ce confinement, eh bien, les solutions humaines ont disparu. Par rapport à la numérisation, aux stratégies de numérisation des services publics et d'intérêt général, on prône comme alternative en tout cas que tout ne soit pas évidemment par voie numérique, mais qu'on maintienne, si pas l'ensemble de la procédure administrative, au moins certaines étapes essentielles de la procédure administrative qui soient hors ligne, où la personne peut aller rencontrer avec une médiation humaine, donc où la personne peut aller se rendre quelque part, ou à tout le moins téléphoner pour avoir des informations et avoir quelqu'un en ligne, une personne en ligne qui puisse lui expliquer. Donc ce maintien d'une alternative hors ligne est fondamental, mais ça pour l'instant l'argument de la plupart des personnes qu'on a rencontrées, c'est de dire mais on maintient cette alternative. Oui, mais il y a quand même une nuance, ils le maintiennent la plupart du temps, mais nous on dit il faut le maintenir avec une qualité égale dans le service, parce que généralement ils le maintiennent, mais ils suppriment les services hors ligne de proximité. Dans les villages, on sait bien, les guichets ferment, ça se regroupe vers les grosses zones, donc les zones plus urbaines, donc au niveau de la proximité c'est pas la même chose. Donc évidemment on défend cette idée il faut maintenir l'alternative non numérique, mais de qualité égale et que ce ne soit pas discriminatoire. Et ça, c'est important. Les politiques publiques, dans un premier temps, elles ont été fortement axées sur la résorption de la fracture numérique de premier degré, donc liée à l'accès, donc la distribution de matériel. Ces dernières années, elles ont pris conscience qu'évidemment, il n'y avait plus qu'une question d'accès, mais c'était lié aussi aux questions d'usage et d'accompagnement dans l'utilisation des technologies numériques. Donc les politiques se sont quand même orientées vers la formation des citoyens aux technologies numériques, mais avec la crise, on a quand même remarqué que dans l'urgence, puisqu'il y a eu un basculement soudain vers le tout en ligne, dans l'urgence, les politiques ont quand même trouvé des solutions d'abord de distribution du matériel. Donc, même si elles ont conscience que la question des compétences numériques est un élément essentiel pour que le citoyen s'empare des technologies numériques et sache l'utiliser, dans l'urgence, elles ont donné des réponses fortement ou strictement matérielles. Alors évidemment, ces réponses sont très clairement importantes, mais à elles seules, elles ne sont pas suffisantes si cette distribution du matériel, par exemple dans les écoles ou chez les personnes plus précarisées, comme il y a eu notamment, si cette distribution de matériel n'est pas accompagnée dans la prise en main du matériel, expliquer à la personne comment allumer son ordinateur, comment utiliser, avoir des utilisations de base, et comment aussi maintenir à jour son ordinateur. Mais d'un autre côté, c'est vrai que dans les offres de formation et d'accompagnement grand public, je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais la plupart se limitent à des offres d'accompagnement, donc de développement des compétences de type instrumental, apprendre à utiliser l'outil. Et peu de formations, finalement, développent les compétences critiques des citoyens. C'est important de développer des outils en ligne qui répondent à un réel besoin, à une demande des citoyens. Et donc là, pour l'instant, le leitmotiv, c'est de dire on fait du développement de démarches de conception ou de numérisation inclusive, on met le citoyen ou l'usager au centre du développement ou de la conception des services numériques. Alors c'est vrai que beaucoup maintenant d'organisations se sont emparées de ce discours-là, mais si on analyse les modalités de participation du public ou des usagers, on se rend compte qu'en fait, on ne demande pas au public son avis sur la pertinence
pertinence du service. On ne le questionne pas dès le début de la conception ou avant même de concevoir le service pour demander est-ce que si on développe ce service-là en ligne, est-ce que c'est pertinent pour vous? Est-ce que ça répond à vos besoins, à votre demande? Mais on n'intègre pas en amont de la conception le public. On intègre le public et les usagers une fois qu'un service est conçu. On les fait en ligne, on les fait tester le service en ligne et on leur demande de se prononcer sur l'efficacité du service. Comment faire pour que ça fonctionne mieux? Avec notre équipe, on a fait une recherche auprès des concepteurs de services en ligne d'intérêt général et on les a questionnés sur le rôle de l'inclusion numérique dans leur processus de numérisation des services et sur la manière dont ils entrevoyaient la numérisation des services. On s'est rendu compte que dans leur discours, ils présentent cette numérisation comme quelque chose de complètement inéluctable, qui ne se questionne plus. C'est un progrès social parce que c'est un progrès technologique et ce progrès technologique il est présenté comme quelque chose d'inéluctable et il nous présente un peu les technologies numériques et la numérisation des services comme quelque chose un discours neutre. Ce sont des instruments au service d'une fin. Ici c'est pour faciliter la vie du citoyen. Alors en présentant ces technologies numériques comme un instrument qui est incontournable, c'est oublier, en fait, c'est évacuer les questions politiques qu'il y a derrière la conception des services numériques. Non, un service numérique tel qu'il apparaît à l'écran pour un usager n'est pas neutre. Ils ont fait des choix techniques qui sont aussi le résultat et le reflet de choix idéologiques ou politiques, institutionnels. Donc d'un côté, les citoyens ne sont pas armés, l'usager n'est pas armé à comprendre comment fonctionne cette numérisation. Il sait utiliser l'outil, mais il est dépendant de son fonctionnement parce qu'il ne le comprend pas, donc il n'a pas de maîtrise. Et d'un autre côté, on est face à des fournisseurs de services et donc les acteurs de la conception numérique qui n'ont pas non plus envie spécialement que les usagers, monsieur et madame tout le monde, viennent donner son avis au moment de la numérisation des services et ils l'estiment incompétent et donc non légitime à se prononcer sur ces décisions d'ordre technique. Ça rejoint la question de démocratie technique, quoi. C'est de mettre en débat finalement sur la place publique les choix numériques qui sont faits et que ce ne soit pas juste réduit à quelques personnes, à quelques cercles qui dirigent en fait le développement de ces technologies numériques, mais que ce soit soumis au débat public. Mais pour cela, ça implique évidemment que les citoyens qu'on développe chez les citoyens une culture numérique qui va bien au-delà de l'utilisation instrumentale de l'outil, mais qui développe aussi des compétences numériques plus critiques.